Au XVIIe siècle, Villers appartenait à la couronne d'Espagne. En effet, nos régions se trouvaient alors dans les Pays-Bas espagnols. Afin de remplir ses caisses, le roi d'Espagne permit aux nobles familles d'acheter sous forme d'engagement des seigneuries. En d'autres termes, celui qui achetait une seigneurie en devenait le propriétaire pour un certain temps, tout en restant évidemment sous l'autorité du roi. Afin d'exercer la justice sur son territoire, le seigneur nommait un mailleur, des échevins, un greffier et des sergents. Il percevait aussi les impôts et en gardait une partie. Villers-le-Peuplier dépendait de l'abbaye de Saint-Tron, mais au XVIIe siècle, le fief fut engagé à un baron et devint donc une baronnie. Le baron fit bien entendu construire son château sur son nouveau territoire. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Le seul vestige à avoir traversé les siècles est la tour quadrangulaire. Au haut de la tour, au-dessus de l'aire d'envol du colombier, nous lisons l'année de construction. 1630. La baie date du XVIIIe siècle. Tout le reste du château primitif a disparu. Autant dire qu'il n'en reste pas grand-chose. Plus aucune trace non plus du deuxième château ou de la chapelle Notre-Dame de Lourdes, que l'on retrouve seulement sur de rares photographies. Que s'est-il donc passé ? Le premier château, nous l'avons dit, fut construit en 1630. 20 ans plus tard, on construisit un peu plus loin une ferme en carré. Cette configuration se retrouve encore un siècle plus tard sur la carte de Villaret. Nous y voyons que des dépendances fermaient la cour centrale du château. Au siècle suivant, dans les années 1770, nous trouvons toujours le château et la ferme sur la carte de Ferraris. Ici, le parc du château s'est transformé en jardin à la française, avec une fontaine et des parterres symétriques bien entretenus. Quand le premier baron mourut au XVIIe siècle, la Société de Jésus à Malines, à laquelle le baron était encore redevable d'une rente, s'opposa à ce que son fils hérite de la baronnie. La justice donna raison à la Société de Jésus et la seigneurie revint dans le domaine royal. En 1729, la seigneurie fut achetée sous forme d'engagement par Jean-Baptiste Lardenois, qui devint vicomte. La propriété passa par mariage au baron de Mézemacre. Les deux familles tenaient ici la justice et y célébraient des mariages et des baptêmes. Mais habituellement, elles n'habitaient pas ici, mais à Tirlemont. Sous le régime français, le baron, à présent simple citoyen, put garder son domaine car il n'avait pas fui lors de l'invasion des troupes françaises. En 1809, son fils, à nouveau baron et cette fois aussi maire de Villers-le-Peuplier, tint les réunions du conseil municipal dans son château. En 1816, il mit le château en vente. C'est là que les rumeurs les plus épouvantables se mirent à courir. Certains affirmaient avoir entendu des bruits effrayants et des cris lugubres venant de la tour sinistre. Nul doute que c'était l'esprit d'un châtelain qui s'était suicidé au pistolet. Ce ne pouvait être que lui qui revenait ainsi chaque nuit, chargé de chaînes, dans cette chambre à jamais ensanglantée. Mais en 1820, le nouveau propriétaire venu de Hasselt mit fin aux rumeurs les plus folles. Le revenant n'était qu'une blague montée par des ouvriers agricoles. Le châtelain abandonna sa propriété en 1837. Le curé fut hébergé dans le château le temps de la construction d'un nouveau presbytère. Ensuite, le château passa par différents propriétaires. L'un d'eux, Henri Delpier de Boussemard, estima à juste titre que ce château ne répondait plus du tout au confort acquis au XIXe siècle. Il décida alors de faire construire, au milieu d'un parc, un nouveau château dans les années 1870. Ce château Delpier apparaît dans l'Atlas cadastral parcellaire de Popp quelques années après. Nous y voyons toujours une partie de l'ancien château et la ferme. Le nouveau château passa, lui aussi, entre les mains de divers propriétaires, mais son histoire fut bien plus brève, puisque pratiquement tout fut démoli au XXe siècle. Des cartes postales et des photos nous permettent cependant de voir le nouveau château. La façade avait fière allure dans son architecture éclectique, avec une toiture élancée sur le corps central, des travées en retrait et un grand escalier précédant l'entrée.
La façade arrière donnait sur le parc, auquel on accédait par un autre grand escalier. En 1907, le gros du vieux château fut démoli. Les anciennes dépendances furent transformées en écuries et garages. Quant au nouveau château, il fut démoli en 1934. 2 ouvriers perdirent tristement la vie lors de cette opération. Dans les années 1980, les anciennes écuries devinrent une habitation.